Bonjour, mesdames et messieurs, et tous les autres. Il doit rester un peu de place. Serrez-vous là, dans les coins. Eh bien, on va y aller. Est-ce que tu es prêt à détruire le capitalisme, cher collègue ? Grave. Il a dit grave. Bonjour, bienvenue dans notre conférence qui va parler de coopérative au sens plus ou moins large. Comme il y a beaucoup de conférences intéressantes en même temps, même si la nôtre c'est la mieux, on va commencer par la conclusion. Comme ça, si vous étiez en train d'hésiter et que c'était difficile de choisir, eh ben vous pouvez aller voir une autre conférence après ça. Donc, est-ce que tu veux résumer, Arthur, ce qu'on va dire ? Donc le résumé de ce qu'on va dire, c'est que le capitalisme pose des problèmes, que le modèle coopératif permet d'en résoudre certains, mais que le problème des coopératives, c'est le capitalisme. Donc merci de votre attention, vous pouvez maintenant aller voir une autre présentation. Bien, et donc maintenant que nous avons plié la conclusion, nous allons passer à l'introduction. Donc nous allons nous présenter. Nous sommes Arthur et Agnès de chez Hbang, qui contient une troisième personne dont le prénom commence par un A, mais qui est restée à Lyon pour, je cite, « Au bain globalement, peindre des petites figurines avec un pote, préparer un scénario de jeu de rôle et regarder des films et probablement jouer aux jeux vidéo. » Voilà. Ah oui, avec la... Merci Arthur. Nous sommes, les deux gérants de la coopérative Hbang, qui est donc à Lyon, comme notre collègue. Arthur, ici présent, connaît la bonne chanson pour chaque situation. Oui, je l'ai montré dans la conf d'avant, où j'ai parlé du chant des carpes, quand il y avait un grand moment de silence dans le blind test. Et Agnès sait lire des textes de loi avec une voix relaxante. De quoi qu'on va parler aujourd'hui, peut-être une petite première partie sur « Non mais sérieux, le capitalisme, c'est quoi ton problème ?» Ensuite, on va parler de COP6CAE, c'est quoi et en quoi ça aide, et on va vous parler un peu de notre vraie vie à nous. Mais commençons avec la première partie. Non mais sérieux, le capitalisme, c'est quoi ton problème ? Point d'interrogation. Sauf que, en fait... C'est quoi tes problèmes ? Parce qu'il y a beaucoup plus qu'un seul problème avec le capitalisme. Le premier problème du capitalisme, ça pourrait être écrit plus gros, mais c'est pas grave, c'est que le travail est dévalorisé au profit de la finance. On a de grosses inégalités avec le capital de départ, donc chaque personne ne part pas avec le même capital financier, culturel, socio-culturel. Suivant où est-ce qu'on est, et on n'a pas la même capacité à le faire grandir, ce capital. Et enfin, le capitalisme n'aime pas la démocratie à tous les niveaux de la société, aussi bien en entreprise, c'est ce qu'on va voir, mais également à d'autres niveaux de la société, la vie publique. Merci. Et enfin, en ce moment, on a de nouveau des problèmes de travail rémunéré à la tâche, avec notamment la plateformisation du travail et donc ce qu'on peut appeler l'ubérisation. C'est quelque chose qui existait beaucoup au XIXe siècle et qui a disparu au profit du travail rémunéré au temps de travail, et qui est en train de revenir un petit peu de manière cachée derrière l'auto-entrepreneuriat. Mais il y a quand même une petite précision à voir, c'est que le capital n'est pas le capitalisme. Dans tout ce qui est comptabilité, entrepreneuriat, on parle de capital social. Et donc le capital en tant que tel, c'est le montant qui permet à une boîte de démarrer et de fonctionner. Et du coup, on n'est pas obligé en tant que tel de se rémunérer sur le capital.
de jouer à l'achat et à la revente de capital. Et c'est en là qu'une coopérative va venir être intéressante, c'est que le capital d'une coopérative n'est pas toxique comme le capital d'une entreprise cotée. Et on ne peut pas spéculer sur les parts de capital d'une coopérative. Donc on ne peut pas avoir un retour sur l'investissement. Donc l'investissement, il est vraiment décorrélé de l'aspect financier. On monte une coopérative pour un objectif commun. Et donc, puisqu'on parle de scope, il est temps de passer à la partie 2, les Scope 6CAE. C'était vraiment obligé de mettre ça dans un seul mot? D'accord. Donc c'est le moment de faire de l'ASMR légaliste. Je vais donc vous lire la loi numéro 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de coopération. La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires. Elle exerce son activité dans toutes les branches de l'activité humaine et respecte les principes suivants: une adhésion volontaire et ouverte à tous, une gouvernance démocratique, la participation économique de ses membres, la formation des 10 membres et la coopération avec les autres coopératives. Tu veux passer maintenant ? Sauf disposition spéciale à certaines catégories de coopératives, chaque membre coopérateur dénommé, selon le cas associé ou sociétaire, dispose d'une voix à l'Assemblée générale. Les excédents de la coopérative sont prioritairement mis en réserve pour assurer son développement et celui de ses membres, sous réserve de l'article 16. Merci Arthur. Donc en résumé, les bases des coopératives, et notamment des scopes, qu'est-ce que c'est ? C'est donc une gouvernance démocratique où chaque personne a une voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu'elle possède dans l'entreprise. Il y a une participation économique de ses membres avec une notion d'effort commun. Et donc, on vous a fait un diagramme de lutte des classes. C'est pas la même... Bref, ça dépasse. Ça dépend. Donc, on a fait un diagramme d'héritage des classes parce qu'on sait qu'il y a quand même quelques informaticiens dans cette conférence et informaticiennes. Donc, qu'est-ce que c'est une SCOP ou une SIC ? C'est une entreprise qui a une structure d'entreprise classique à la base. Donc, ça peut être une ESA, une ESS, une SARL. Et on va aussi parler des CAE, coopératives d'activité et d'emploi, qui sont, elles, forcément soit une SCOP, soit une SIC. Et donc maintenant, je vais parler des SCOP plus particulièrement. Et c'est le moment de retourner sur la SMR légaliste, avec la loi numéro 78-763 du 19 juillet 1978, qui va porter statut des sociétés coopératives de production, donc les SCOP. Donc, les sociétés coopératives de production sont formées par des travailleurs de toutes catégories ou qualifications professionnelles associés pour exercer en commun leur profession dans une entreprise qu'ils gèrent directement. Les sociétés coopératives de production peuvent prendre l'appellation de un certain nombre de trucs que je mets dans le slide d'après. Donc, qu'est-ce que ça veut dire SCOP ? Eh bien, ça dépend, ça dépasse. Société coopérative de production ou société coopérative ouvrière de production, qui était l'appellation historique. Et on parle aussi de société coopérative et participative, qui est ce qu'on aime bien dire chez H-Bang. Et donc, c'est quoi la différence entre une SCOP et une entreprise classique ? Dans une entreprise classique, vous avez les associés, qui sont ceux qui possèdent le capital, qui donnent des ordres aux dirigeants, qui dirigent les salariés. En SCOP, on se retrouve sur un cercle. En fait, les associés sont les salariés. Donc, les associés donnent les directions aux dirigeants, qui dirigent les salariés, qui sont en fait les associés. Il y a des règles en SCOP, c'est que personne ne peut avoir plus de 50% du capital.
On peut avoir des associés extérieurs, mais ils ne peuvent pas détenir plus de 50% du capital. Donc ça veut dire qu'en fait, les salariés qui travaillent dans l'entreprise ont au moins 51% du capital. Et les salariés, encore elles et eux, doivent détenir au moins 65% des droits de vote. Donc il y a des règles sur la répartition du capital et sur la répartition des gens. Donc on ne peut pas avoir trop d'ingérence extérieure dans une SCOP. Donc en résumé, en SCOP, c'est les travailleuses et les travailleurs qui ont le pouvoir. Et maintenant, on va parler des SIC. Donc une SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc un tout petit ASMR. Les SIC ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale. Article 19 quinquies, oui, quinquies, de la loi de 1947. Ça se dit pas quinquies? On s'en fout. En SIC, on a au moins 57,5% du résultat qui est affecté aux réserves impartageables. Ça veut dire que la SIC, quand elle fait du bénéfice, elle va mettre à peu près 2/3 de l'argent de côté pour le futur. Pourquoi 57,5 et pas 42,3 ou 58,1? On ne sait pas, c'est le législateur qui a fait ça. Et on s'est dit que c'était à peu près la moitié, entre la moitié et les 2/3. En SIC, on a une dynamique multi-parties prenantes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs groupes de personnes qui ont un intérêt dans la coopérative, qui vont venir décider ensemble. Et donc on va séparer ces parties prenantes dans plusieurs collèges. Donc on a forcément un collège, soit des salariés, soit des fournisseurs, ou des fois des deux. Un collège des bénéficiaires, donc ça peut être soit les clients, soit les personnes qui reçoivent les services de la coopérative sans forcément les financer. Et il peut y avoir des associés du troisième type. Donc typiquement des gens qui veulent soutenir les activités de la coopérative. En SIC, on a forcément toujours la règle de une personne égale une voix, mais ça c'est au sein des collèges, donc au sein de chaque groupe de parties prenantes. Et les collèges n'ont pas forcément le même poids de décision, c'est-à-dire qu'on va peut-être avoir des fournisseurs qui auront un poids différent que les clients, etc. On a un exemple pour illustrer ça un peu plus tard. Et maintenant, je vais vous parler des coopératives d'activité d'emploi qui ont été rajoutées en 2014 dans la loi d'origine de 1947. Donc la dernière grande loi de l'économie sociale et solidaire qui avait été portée en 2014 sous la présidence de ce grand homme de gauche qui est François Hollande. Donc tu as attendu que je fasse le cœur avec les mains pour dire ça? Bah ouais, c'était un piège. Et le ministre qui était en charge de ça, c'était aussi un grand homme de gauche qui est Benoît Hamon. Donc cette loi de 2014, donc qui a déjà plus de 10 ans, elle a amélioré pas mal de choses sur les SIC. Elle a elle a créé pas mal de choses autour des coopératives d'activité et d'emploi. Donc une coopérative d'activité et d'emploi, c'est une SCOP ou une SIC qui rassemble des activités autonomes. Donc ça veut dire que les personnes qui travaillent ont une activité autonome, donc c'est un petit peu un équivalent de travail indépendant, sauf qu'elles sont rassemblées au sein de la même coopérative qui va mutualiser les fonctions support, donc tout ce qui est comptabilité, administratif, RH. Et les gens qui travaillent dans ces coopératives d'activité et d'emploi vont pouvoir avoir deux types de statuts. En premier, il y a le contrat d'appui au projet d'entreprise, donc le contrat CAP, qui permet de tester une activité dans un cadre légal, sans forcément être salarié, et de pouvoir cumuler cette activité avec l'indemnité chômage de France Travail. Et donc, une fois que l'activité a été validée comme viable,
on passe sur un contrat d'entrepreneur salarié associé, donc un CESA. Et cette fois, on a un statut de salarié tout en étant aussi sociétaire de la coopérative. En CE, chaque personne a un salaire à partir de son chiffre d'affaires individuel. On a une couverture sociale du statut salarié qui est largement meilleure que le statut d'auto-entrepreneuriat. Mais on a quand même une autonomie dans l'activité. Donc on est indépendant au sein d'un groupe qui mutualise des choses. Donc, en résumé, pour cette partie qui vous explique les types de coopératives qui existent en France, donc on a les SCOP, qui sont des entreprises qui appartiennent aux salariés, qui sont un regroupement de travailleuses salariées qui mutualisent les moyens de production. La SIC, donc d'intérêt collectif, c'est un regroupement à la fois de fournisseurs, de travailleuses, de clientes, de bénéficiaires et de soutien au sens large. Et ce qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est que les SIC, c'est un format qui est du coup très adapté au logiciel libre, avec cette dynamique vraiment multipartie prenante. Et on a les CAE, qui sont donc des regroupements de travailleuses indépendantes qui vont mutualiser les fonctions support. Et pourquoi on aime bien les coopératives? Parce que intégrés dans leur structure même, dans leur noyau, il y a des mécanismes anticapitalistes dedans. Le premier mécanisme anticapitaliste, c'est que ça empêche la spéculation. En fait, vous ne pouvez pas racheter les parts sociales d'un associé de SCOP sans passer par la SCOP, à une autre valeur que la valeur nominale. Et en fait, la valeur n'augmente pas. Elle a un maximum et elle a un minimum. Et donc, en fait, la valeur peut baisser, mais elle ne peut pas monter. Donc ça nous donne un dispositif anti-spéculation qui va empêcher les investissements financiers. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir dans des coopératives des systèmes comme on a dans les startups sur des gens qui viennent investir en capital pour ensuite revendre les parts et puis se faire une plus-value. Ça, c'est pas possible en coopérative. Du coup, on a aussi un système démocratique dans les coopératives, parce que du coup, on a le système de une personne égale une voix, et que du coup, ça veut dire qu'on ne décide jamais seul. Jamais personne ne peut décider seul de ce qui se passe dans la coopérative. Et du coup, on a vraiment une obligation de discuter et de se mettre d'accord. En coopérative, on a aussi quelque chose de très important sur la répartition des bénéfices qui n'est pas faite qu'aux actionnaires. En SIC, on a vu qu'il y avait au moins 57,5% qui partaient en réserve. Et en SCOP, on a au moins 16% qui partent en réserve et au moins 25% qui partent aux salariés dans la part travail, ce qui est fait par un mécanisme de participation sur les salaires. Et du coup, c'est que ce qui reste qui peut partir aux actionnaires. Et les actionnaires étant aussi salariés, ça part aussi quand même à une partie des travailleurs et travailleuses. Du coup, les coopératives, c'est la teuf. Bah oui. Bah non. Statut n'est pas vertu. Parce qu'il y a d'autres coopératives, comme par exemple le groupe BPCE, la Banque Populaire, les supermarchés Leclerc. C'est pas avec ces coopératives-là qu'on va améliorer la life. Et puisqu'on parle de life, parlons de la vraie vie. On va parler de HBang, c'est nous. Donc HBang, c'est une SCOP de services numériques spécialisés dans le web et Python en particulier. Chez HBang, on est 6 ou 5 salariés, dont un qui n'est pas sociétaire. Et on est 5 sociétaires, dont un qui n'est pas salarié. Et on a fait un diagramme de Venn, si c'est plus clair.
Pardon ? Kelvin. Merci Arthur. Arthur et moi, on n'est pas seulement les gérants de Hbang, on est aussi le comité des calembours de Hbang. Et ça ne s'arrête jamais. C'est une fonction permanente. Parlons du sociétariat chez Hbang. Donc, en moyenne, dans les scopes, on a 68% de sociétariat salarié. Ça veut dire que 68% des salariés en scope sont sociétaires. Ça vient du rapport d'activité des scopes. Donc, le site là que je cite est pas fait exprès, mais validé, je pense. Et très intéressant sur comment fonctionnent les scopes en réalité à l'heure actuelle. Donc chez Hbang, on est donc 80% de sociétaires chez les salariés parce qu'on a une obligation de candidature dans la première année. Donc on doit demander dans la première année à rentrer au sociétariat, sinon on est considéré démissionnaire. Donc c'est dans notre contrat et c'est dans les statuts. Donc c'est pas du tout une surprise au cours de la première année. Et participation au capital chez Hbang. Tu voulais dire un truc ? Ouais, on a obligé la candidature au sociétariat à la fois dans les statuts et dans les contrats de travail parce qu'on voulait éviter d'avoir un système de caste entre les associés salariés et les associés non salariés. Donc on a vraiment envie d'être tous et toutes dans le même bateau. Et donc c'est pour ça qu'on a écrit les statuts et les contrats de travail de cette manière. Et ça, c'est vrai que c'est un des soucis qui peut se poser dans certaines scopes, dont on va parler un petit peu plus tard. Donc, chez Hbang, il y a une participation au capital. Donc, en fait, très concrètement, on a un pourcentage du salaire brut qui part en souscription de parts tous les mois. Et tout ça, c'est motivé par le fait que l'entreprise a besoin d'un capital suffisant pour tourner sans faire de trous dans la trésorerie. Voilà, on peut passer à la suite. Donc nous, on a une répartition des bénéfices qui est beaucoup plus simple que ce que suppose la loi. On a 50% qui part en réserve, 50% qui part aux salariés et on ne rémunère pas du tout le capital. Et sachant qu'on a quand même une immense majorité de salariés, enfin de sociétaires salariés, ça ne change pas grand-chose pour nous. Et donc cette année, on n'a rien mis en réserve parce qu'on a fait très très peu de bénéfices. Donc on a décidé en AG que, bon, on allait... Non, on n'a rien mis aux salariés cette année. Et on a tout mis en réserve parce qu'on avait... Même pas. 150, enfin c'était... On va en parler plus tard, des sous, très concrètement. Comment ça marche ? Pour la gouvernance, on a 2 gérants, lui et moi. On a une organisation horizontale basée sur la sociocratie, en tout cas sur le papier, parce qu'en vrai, maintenant qu'on est 5 salariés, c'est moins vital comme besoin. Mais à un moment donné, Hbang, c'était 20 personnes, et là, on avait besoin de formaliser les dynamiques de fonctionnement de cette manière-là. Donc chez Hbang, on n'a pas tous le même salaire, mais on a une grille de salaire qui, du coup, fait que notre salaire est basé sur notre ancienneté, notre expérience, les diplômes qu'on a eus, le fait qu'on prenne des responsabilités comme la gérance. C'est pas basé sur le genre, le métier ou notre capacité à négocier ou à avoir une grande gueule. Et donc, moi, à titre personnel, quand j'ai cherché à changer d'entreprise fin 2023, début 2024, un de mes critères principaux, c'était je veux une grille de salaire parce que je ne veux pas devoir négocier mon salaire. Et donc, ce qui est intéressant, oui, c'est que là, il y a écrit c'est pas basé sur le métier. Donc, à l'époque où on avait chez Hbang des gens qui n'étaient pas techniciens, techniciennes, ils avaient le même salaire qu'un technicien du même niveau d'ancienneté. Pourquoi ? Parce que la répartition des métiers est quand même assez genrée également. Et donc c'était une volonté d'éviter les discriminations de genre accidentelles.
Maintenant, je vais vous parler de lebureau.coop. Alors, lebureau.coop, c'est nous aussi, parce que Agnès et moi sommes associés à titre personnel. Nous sommes également associés au nom d'HBang. Et lebureau.coop, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui veut être bureau d'enregistrement de nom de domaine et donc qui gère les opérations d'achat, de transfert, de renouvellement et de restauration sur les noms de domaine. Le bureau a maintenant un peu plus d'1 an d'existence. Pour l'instant, son activité se base sur la revente de services existants, de bureaux d'enregistrement existants, avec toutefois l'ambition de devenir accrédité auprès des registres en 2026. Bon, tout ça, c'est du vocabulaire très nom de domaine et DNS, mais on pourra en parler dans les couloirs après. On fait de l'hébergement DNS aussi. Dans la SIC, on a 4 collèges donc 4 parties prenantes. On va avoir les producteurs de services. Donc il y a 2 personnes morales, globalement HBang, qui fournit du dev, et Gentil Nuage qui fournit de l'hébergement. On a un collège de clients-clientes avec 75 personnes physiques et 8 personnes morales. On a un collège de soutien avec 5 personnes physiques et 2 personnes morales. On a un collège de salariés qui est vide pour l'instant parce qu'il n'y a pas de salariés. Dans le sociétariat, on a fait assez récemment des évolutions là-dessus, c'est-à-dire qu'au départ, on était 5 sociétaires fondateurs, fondatrices, et qu'on a eu 86 nouvelles associées le 19 septembre, donc on a fait une assemblée générale rien que pour ça, et aussi pour avoir une excuse pour les restos. Et donc on a intégré 86 personnes qui avaient candidaté au sociétariat depuis la création de la boîte. Et depuis le 4 septembre, parce que du coup, lors de l'AG du 19 septembre, on a besoin d'avoir une liste définie à 15 jours avant, donc le 4 septembre, on a eu 31 nouvelles candidatures, du coup, entre le 4 septembre et le 14 novembre. Donc, qui seront vraisemblablement intégrés à la prochaine Assemblée Générale. Alors, cette coopérative, elle est toujours en démarrage, toujours avec assez peu de moyens, mais ça s'améliore de mois en mois. Maintenant, je vais vous parler de Courbouillon. Donc là, c'est pas nous, mais on les aime quand même, parce qu'en plus, ce sont nos 2 autres associés fondateurs dans lebureau.coop. Donc le Courbouillon, c'est monté par Guillaume Ayoub et Lucie Anglade, qui sont des pythonistes de Lyon. Et Courbouillon fait une activité d'édition et d'intégration du logiciel libre WheezyPrint, qui est un outil écrit en Python qui permet de transformer du HTML, CSS en PDF. Et ils réalisent cette activité au sein de la coopérative d'activité et d'emploi Helicoop. Donc ils sont tous les 2 sous le statut CESA, donc d'entrepreneurs salariés associés. Et du coup, ils travaillent ensemble tout en étant indépendants. C'est-à-dire qu'ils partagent la marque Courbouillon, mais ils ont chacune leur compte d'activité. Donc ils travaillent ensemble tout en étant indépendants. Alors il y a des activités dans certaines CAE où il y a plusieurs personnes qui partagent le même compte d'activité, donc qui ont une espèce de solidarité financière, mais ce n'est pas le cas pour Courbouillon. La CAE, c'est quand même une alternative à la plateformisation, parce que du coup, le statut de salarié est bien meilleur que le statut social d'auto-entrepreneureuse. Par contre, ce n'est pas non plus une solution de rémunération à la tâche. Dans ce cadre-là de CAE, on a toujours des contrats commerciaux où on va venir travailler pour réaliser telle tâche et pas pour un temps de travail donné. Ok, bon, c'est moi qui parle de ça. En même temps, je vous avais dit. Donc, HBang, en fait, a connu
des difficultés économiques assez sérieuses, voire très sérieuses, fin 2024 jusqu'à mi-2025. Pourquoi ? Parce que c'est difficile dans une économie de marché qui met le prix comme seul indicateur de se payer un salaire décent, de trouver du coup des clients qui soient en phase avec nous et avec nos prix. Ce qui se constate quand même, c'est qu'il y a eu une crise économique assez méchante pour tout le monde, mais statistiquement, les coopératives s'en sortent plutôt mieux que d'autres structures, notamment parce que les intérêts des sociétaires, enfin des actionnaires, sont quand même assez raccords avec les intérêts de l'entreprise, ce qui n'est pas forcément le cas dans une entreprise cotée plus classique. Et du coup, il y a aussi le fait qu'on soit en concurrence avec des auto-entrepreneureuses qui vont casser en fait le système social et le contrat qu'on peut avoir. Et donc, on est côté entreprise en difficulté, mais plus maintenant, parce qu'on a rattrapé le trou de trésor sur l'exercice précédent. Donc maintenant, on va mieux. Mais il nous reste cette mention sur le CABIS. Décision de non-dissolution de la société, malgré des capitaux propres, devenus inférieurs à la moitié du capital social, du fait des pertes constatées par décision en date du 28 février 2025. Donc on est en train de chercher quelqu'un qui saurait comment on peut enlever ça du CABIS, puisque en fait, nos capitaux propres sont tout à fait rétablis. Et voilà, donc ça fait partie des choses qu'on apprend, aussi un petit peu sur le tas. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, les coopératives coopèrent entre eux, donc on n'est pas seul. Et en fait, à aucun moment dans ces difficultés financières, on a été seul. On a été accompagné par l'Union régionale des SCOP. Et en fait, il faut savoir qu'une coopérative, elle appartient à plein de groupements d'entraide. Donc, c'est les salariés qui vont s'entraider d'une SCOP à l'autre. Et c'est l'Union régionale qui va aider les SCOP, notamment dans des situations de difficulté économique. Donc c'est chouette, mais ça a des limites. Comme on l'a dit tout à l'heure, statut n'est pas vertu, et ça se retrouve aussi dans les SCOP. Donc si on est toxique, on sera toujours toxique dans une SCOP. Et au-delà de « on n'a pas de patron », il faut savoir que le fait de ne pas avoir de structure fait qu'en fait on se retrouve avec des structures implicites qui vont reproduire les comportements oppressifs de la société. À ce titre-là, le syndicalisme reste très pertinent en coopérative, même si les questions qu'on se pose en tant que syndiqué en coopérative, c'est pas exactement les mêmes que celles qu'on se pose dans une grosse entreprise avec un patron plus classique. Et attendez, parce que j'ai une citation qui est cool. On veut de l'horizontalité, on veut de l'absence de chefferie à la con, et si on ne met pas de règles explicites, on retrouve toutes les inégalités de la société. Voilà, j'aime beaucoup cette citation. J'aurais dû la mettre en plus gros et la lire en ASMR. Est-ce que c'est moi la patronne ? C'est moi la patronne ? Non. Non, c'est pas toi le patron. Pourquoi ? Parce qu'un patron, c'est un dirigeant qui détient plus de la moitié des droits de vote. Un patron, c'est quelqu'un qui décide tout seul. Donc même si les collègues, pour rigoler, nous appellent « Salut patron », en vrai, on est dirigeant et on est représentant légal de la société, mais on n'est pas seul décisionnaire. Et donc on va pouvoir passer à la conclusion que vous connaissez déjà par cœur. Donc comme vous l'avez vu, le capitalisme pose des problèmes. Le modèle coopératif permet d'en résoudre certains. Mais le problème des coopératives, c'est le capitalisme. Et donc construisons un monde plus juste. Merci de votre attention. Nous avons le temps pour des questions. Et donc j'ai bien dit questions, on ne prend pas les remarques. Oui. J'ai une question sur la candidature au sociétariat. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur la manière dont ça s'accepte ou non, sur quels critères
Donc le monsieur avec un t-shirt bleu nous pose des questions sur la candidature au sociétariat. Comment ça se passe concrètement? Sur quels critères on est accepté ou non? Alors concrètement, il y a une mention dans le contrat de travail qui précise que si tu ne candidates pas au sociétariat, ça peut valoir démission. Ensuite, donc, au cours de la première année, tu dois faire un petit mail à la gérance pour dire coucou, je voudrais être sociétaire. Ensuite, il faut payer 20 balles pour avoir au moins une part sociale d'Ashbang. Et à l'Assemblée générale, il y a un vote pour dire si oui ou non on accepte. De fait, les gens qui sont restés suffisamment longtemps pour avoir la candidature au sociétariat ont toujours été acceptés. Et du coup, on a quand même aussi toutes les pratiques RH classiques de période d'essai pour valider si la personne convient. Mais disons que ça donne une deuxième étape après la fin de la période d'essai. Oui. Ah non, attends. D'abord le monsieur en vert. Moi j'ai une question sur dans les CAE, est-ce que on a la déclaration d'une structure comme ça, il y a besoin de faire un document parce que la coopérative, sachant que il y a plusieurs métiers qui se superposent, qui changent aussi. Ouais, alors je reformule. Du coup, tu as une question sur au moment où on crée une CAE ou au moment où on crée une activité dans une CAE. Je pense que c'est pas pareil. Oui. Donc il y a une question. Donc la question c'est quoi l'objet social d'une CAE? Alors c'est, je pense, volontairement très vague. Genre fourniture de services, point. Et du coup l'objet social de la CAE en tant que tel est très vague. Et tu n'as pas besoin de fournir d'objet social pour ton activité indépendante. En fait, toi, tu es juste salarié au sein de la CAE qui a un objet social très vague. Oui, monsieur au fond. J'ai deux questions. La première question, c'est, mis à part les AG, comment vous organisez vos espaces de discussion ensemble dans l'année? Ok. Est-ce qu'on peut répondre à celle-là en premier ou Et l'autre question, c'est ouais. comment vous distinguez, du coup, quand surtout si vous êtes en petit nombre, les temps syndicaux et les temps d'organisation juste Ok. Alors il y a deux questions. La première question, c'est... J'ai déjà oublié. En dehors des AG, comment est-ce qu'on s'organise toute l'année? Donc là, on fait sur la production, on fait un espèce de point tous les matins de quelques minutes pour se dire un petit peu ce sur quoi on va travailler. On organise aussi un point de sociétaire toutes les 2 semaines où là on va discuter plus des trucs macro de gestion de la boîte, d'orientation, de stratégie. Et donc effectivement, on a l'Assemblée générale au moins une fois par an. Donc l'Assemblée générale ordinaire où on va voter la répartition du bénéfice s'il y en a un, ou au moins l'approbation des comptes. Et puis les 2-3 formalités comme ça. Voilà. Mais il se trouve qu'en 2024-2025, on a fait beaucoup d'AG parce que c'était la période un peu de crise. Et du coup, on se voyait souvent sur des moments aussi formels parce que c'était nécessaire, quoi. Et la question syndicalisme, je te la laisse. Alors, chez Ashbang, on est 3 sur 5 syndiqués, dont les 2 gérants. Du coup, je ne suis pas sûre que ce soit pertinent de faire une section d'entreprise dans ce cas-là. En plus, on est syndiqués au même endroit. Donc, et donc, on n'a pas vraiment de temps syndicat au sein de Ashbang. Mais en fait, on se retrouve dans les temps syndicaux à l'extérieur, en disant « Hey, salut, camarades, collègues ». Et
camarade, bah, c'est notre collègue Normand qui m'a appelé camarade patronne l'autre jour, et c'était bizarre. Donc en vrai, on a un petit peu chacun notre chemin sur le syndicalisme différent. Donc moi je suis là vraiment en soutien et en logistique un peu. J'ai un autre de mes collègues qui est beaucoup plus dans la lutte au quotidien. Et Arthur, je sais pas. En même temps, je viens de te outer là, je suis désolée. Et donc, je crois qu'il y avait autre chose. Et comment on s'organise après en interne alors qu'on n'est pas beaucoup sur l'organisation du temps. Là, on a quand même beaucoup d'autonomie sur c'est quoi le temps qu'on dédie à la coopérative, le temps qu'on dédie aux clients. Donc, ouais, je sentais que tu te perdais un peu. Moi, du coup, pour répondre à ton interrogation que tu sais pas, j'ai quand même des stickers partout Solidaire Informatique, donc à un moment ça se voit que je suis syndiqué chez Solidaire Informatique. Moi, mon intérêt pour le syndicalisme, c'est surtout une solidarité avec les luttes qui se font en dehors de notre coopérative. Et je trouve que c'est aussi un moyen super facile, en étant syndiqué, d'être très bien informé de comment ça marche le droit du travail et de ne serait-ce que pas faire n'importe quoi et respecter un minimum les trucs quand c'est pas notre métier d'origine de faire de la RH. Voilà. D'autres questions? Il y a une question là. Sur la question des fonctionnements toxiques, parce que du coup, moi j'ai été dans une scope logicielle avec des gens toxiques, ça s'est très mal terminé. Du coup, alors je pourrais faire une compte sur qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mais par contre, du coup, est-ce que vous auriez des idées sur qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'arriver dans des situations toxiques? Et aussi, du coup, sur le syndicalisme, qui a la problématique aussi. En fait, même si vous dites que vous n'êtes pas patron, en pratique, c'est un rôle de patron. Moi, quand je suis à Solidaire Informatique, quand une des personnes qui m'a licencié dans ma scope est arrivée à Solidaire en me disant je veux devenir syndiqué, et je suis là, tu es mon oppresseur, j'ai pas envie que tu arrives dans mon syndicat. alors il y a deux questions. Il y a comment éviter les comportements toxiques en scope. Ça, je te laisserai faire parce que je vais patauger. Et l'autre question, c'est on n'est pas patron, mais on est patron quand même, et oppresseur potentiellement, et on est syndiqué au même endroit que les collègues. Alors moi, j'ai posé la question à Solidaire parce que je savais que j'allais prendre le mandat de gérance alors que j'étais... Et donc, est-ce que je vais devoir me désyndiquer? Parce qu'en fait, j'avais pas envie de me désyndiquer. Et du coup, la réponse, c'est que on peut rester, parce que Solidaire Informatique, ça reste quand même assez large. Enfin, ils ratissent large. Ils vont récupérer des indépendants, des salariés, des sous-traitants. Donc, ils syndiquent tout ce petit monde qui ont les mêmes sujets de pression. Et en fait, on est éligible, entre guillemets, si on vend sa propre force de travail. Enfin, en gros, le premier... Donc ça passe encore parce que je suis en production. Et donc, je peux être syndiqué chez SI, mais je ne peux pas prendre de mandat de représentation. Donc je ne suis pas éligible à quoi que ce soit chez SI, et c'est OK, parce que c'est déjà assez stressant d'être représentante légale de ma boîte. Et voilà, je vais te laisser parler, Arthur. Comment éviter les comportements toxiques en scope? Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les scopes, c'est pas une garantie anti-comportement toxique. Et en fait, ça va être comme partout ailleurs, il faut s'opposer aux comportements toxiques. Et si c'est le dirigeant fondateur qui est le problème, faut changer de scope, quoi.
Oui, il faut dénoncer, il faut en parler, il faut pas laisser faire, quoi. Mais comment tu mets en place des trucs en amont pour que ça arrive pas, justement? Parce qu'une fois que tu dénonces, en fait, c'est presque trop tard. Alors, comment on met des choses en amont pour pas que ça arrive? Je sais pas. Alors, nous, on fonctionne beaucoup à l'erreur. Donc, on a eu des comportements toxiques dans la boîte. Et il y a eu de l'opposition et ça a fini par se régler. Il y a eu des comportements toxiques des personnes qui sont parties. Il y a eu aussi des personnes qui sont restées et qui ont changé. Donc, bon, enfin, je ne suis pas un spécialiste des comportements toxiques. Donc, ça va être dur de répondre au-delà de ça. Alors, Bonjour, moi je fais aussi partie d'une SCOP et je voudrais continuer à creuser un petit peu la question qui a déjà été posée. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez 20 par le passé, maintenant vous êtes plus que 6. Vous êtes passé, je pense, par une phase où il y a beaucoup de personnes qui sont parties, certaines ont dû partir de leur propre volonté, d'autres probablement être mises dehors. Je ne sais pas. Je voudrais vous poser la question, comment vous gérez à un moment le fait de mettre quelqu'un là-dedans? Parce que quelquefois ça arrive. Je sais, c'est un peu violent la façon de le dire comme ça, mais il y a des fois où on est confronté à cette situation, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un réel désaccord entre les personnes qui sont dans la société et la personne. Et si ça n'arrive pas à un règlement de conflit, au bout d'un moment, c'est pas la personne. Est-ce que vous avez été face à ça? Comment vous le réglez? Voilà. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on gère les départs pour éviter de foutre les gens à la porte, c'est ça? Vite fait, ouais. Non, c'est vraiment quand. Si on doit gérer un départ involontaire, comment ça marche? C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Il y a eu 2 fois où on a eu à gérer ça. Il y a eu un arrêt de période d'essai. Donc, on était encore dans la période d'essai. Donc, enfin, il y avait eu quand même plusieurs fois des rendez-vous pour essayer de voir ce qu'on pouvait aménager, etc. Malgré tout ça, ça ne marchait pas. C'était aussi un moment où économiquement c'était pas ouf, donc tout ça faisait que la situation était assez gênante et que du coup on s'est quand même assuré que la personne puisse partir avec des indemnités chômage, donc en rupture de période d'essai, c'est le cas. Et l'autre fois, alors c'est quelqu'un où pour le coup on a mal géré la période d'essai, on a laissé courir la période d'essai et au moment de la candidature au sociétariat, on a été plusieurs personnes à se dire ça ne marchera pas. Et donc là, de la même manière, avant même de réfléchir à un départ, on avait quand même beaucoup essayé d'améliorer les choses, de faire des réunions pour s'organiser, pour se parler, pour communiquer, plein de choses. Et là, au final, ça s'est fait par une rupture conventionnelle. Donc, voilà. Tous les autres départs, ça a été soit des démissions, soit des ruptures conventionnelles, soit des fins de contrat CDD ou alternance, ou des choses comme ça. Et ouais, dans tous les cas, c'est pas facile d'en arriver là, mais c'est parfois nécessaire. Du coup, le monsieur demande si c'était une prise de décision collective ou si c'était dédié au gérant. Et moi, je vais juste ajouter un truc avant. C'est que quand même, dans le cas quand on doit licencier ou faire partir quelqu'un, on a quand même le cadre du Code du travail sur lequel on doit s'appuyer et qui nous donne quand même des étapes à suivre, même si on est des bébés gérants. Surtout moi.
Donc la question c'était le cas de la rupture conventionnelle, est-ce que c'était une décision collective? Ouais, en fait, donc c'était la période où on avait vraiment les groupes de travail sociocratiques. Donc du coup, on avait rassemblé les gérants, la personne qui gérait le groupe de production et la personne qui gérait le groupe RH. On a pris la décision à 4 à ce moment-là. Il y avait d'autres questions? Ouais, là-bas. Oui, quand on voit qu'il y a des coopératives qui sont vraiment des outils du capitalisme, donc Banque Populaire, le CAR, etc., quelles ont été les leçons à retenir de ça pour ne pas reproduire une coopérative capitaliste? Donc la question c'est comment on ne joue pas le marché du capitalisme avec une coopérative, en particulier quand on voit que BPCE est une coopérative et malgré tout finance l'industrie pétrole, etc. En fait, la coopérative seule n'est pas un outil anticapitaliste. Ça ne suffit pas. Parce qu'on peut très bien se rassembler en coopérative pour jouer le jeu en fait, du marché et de la finance et ce genre de choses, quoi. Du coup, si on veut aller un peu plus précisément sur les détails technico-juridiques, il y a la loi de 47 qui parle de coopératives au sens large. Ça peut être des coopératives de personnes morales notamment. Et en fait, il y a quand même les SCOP et les SIC qui sont des coopératives particulières qui appartiennent aux travailleuses et travailleurs, où il y a ces mécanismes de blocage de spéculation que t'as pas. En fait, la loi de 47 est quand même un peu large. Est-ce que vous voulez qu'on se dirige vers la nourriture, vu qu'il est 12h24 ? Et comme ça, on peut parler en petit comité.